Titre du livre, Lobotomie. C'est donc une contraction des mots lobby et lobotomie, si je vous suis, Stéphane Aurel. Comment ces influenceurs détruisent-ils l'esprit critique de nos décideurs? Sur les questions scientifiques, les industriels ont très très tôt compris que les décideurs publics n'avaient pas de culture scientifique et qu'il fallait des intermédiaires entre eux, entre la production de la science et les décideurs publics. Et les industriels se sont mis à cet endroit-là, en fait, et sont devenus les principaux transmetteurs je dirais pas de savoir, parce que justement il s'agit d'un savoir instrumentalisé et détourné, et qui est en soi, en fait, une destruction du savoir. Quand on construit des faits alternatifs, au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire que des études indépendantes, c'est toujours le même schéma. Des études indépendantes où une agence montre qu'un produit pose problème, entraîne des maladies ou un problème pour l'environnement, et les industriels produisent de la matière scientifique, des études scientifiques sponsorisées qui vont dire le contraire. Et cette matière-là va entrer dans le circuit de production de la connaissance, dans le circuit des revues scientifiques, dont le contenu, on pense de l'extérieur, est totalement euh, scientifique, dans le sens où elle est contrôlée par les pairs, etc. Mais c'est pas parce que une revue est une revue scientifique elle ne peut pas publier des articles qui sont sponsorisés par les industriels et qui en fait leur servent ensuite à mettre sur le bureau d'un décideur en disant voilà, cette étude dit qu'il n'y a pas de problème pour tel produit. Hmm. Premier constat, parce que vous avez étudié les stratégies de ces lobbies pour tenter de convaincre l'opinion et les décideurs. Nous vivons aujourd'hui sous l'emprise du doute, un doute qui profite à l'accusé plutôt qu'aux victimes. On peut donner l'exemple du Distilben, peut-être, vous montrer comment le temps écoulé entre les premières alertes et la prise de décision a été long, ce temps. Instiller le doute, ce serait le point commun aux différentes stratégies mises en œuvre par les lobbies. Oui, en fait, on regroupe souvent toutes ces stratégies de manipulation de la science pour retarder la décision et la réglementation sous le terme de manufacture du doute. C'est un terme qui a été proposé par un épidémiologiste américain qui a beaucoup travaillé sur ces stratégies. Et l'idée, en fait, c'est quand il y a un début de consensus scientifique sur le fait qu'il y a un problème sanitaire ou un problème environnemental, c'est de créer artificiellement une controverse, une impression de controverse, de la pseudo-controverse, et donc de transformer, on va dire, ce qui est censé être le moteur de la science, qui est l'incertitude, repousser les frontières de l'incertitude pour approcher au plus près de la vérité. C'est le but de la science. Et les industriels, dans cette entreprise de manipulation de la science, en fait, transforment cette incertitude en doute, en vulgaire doute, ce doute qu'on trouve dans les tribunaux. Tout en utilisant les techniques, le jargon judiciaire, parce que vous l'expliquez aussi, ils savent très bien la plupart du temps qu'il y aura des procès, et donc il s'agit aussi de prévenir l'attaque ou la contre-attaque judiciaire dans ces dossiers. On va reprendre une affaire que beaucoup de monde connaît pour essayer de la comprendre ensemble, et vous surtout, Stéphane Aurel, l'affaire Monsanto. Récemment, le verdict, c'était cet été, a été rendu dans l'affaire Monsanto contre Dwayne Johnson, le jardinier, qui accusé Monsanto d'avoir caché la dangerosité de son désherbant au glyphosate. Le géant agrochimique s'est vu condamné à verser 289 millions de dollars au jardinier malade d'un cancer. Écoutons d'abord un extrait du verdict en anglais. Was Monsanto's failure to warn a substantial factor in causing harm to Mr. Johnson? Answer, yes. Claim of damages. What are Mr. Johnson's damages? Past economic loss, $819,882. Stéphane Aurel, qu'est-ce qu'a révélé l'affaire Monsanto? Qu'est-ce que ce procès a mis en avant comme ligne forte dans les stratégies des grandes industries, des firmes, comme vous les appelez, pour continuer à pouvoir vendre leurs produits? En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une agence des Nations Unies, a classifié le glyphosate, le Roundup, qui est l'ingrédient principal du Roundup, le produit phare de Monsanto, comme cancérigène probable pour l'homme. Et cette classification, qui n'a rien de réglementaire, a permis en fait à des victimes de porter plainte contre Monsanto
parce qu'ils étaient malades, ils ont estimé que leur cancer était lié à une exposition au glyphosate. Et dans la suite de ces procès, parce que les procédures judiciaires aux États-Unis sont très différentes des procédures qu'on peut connaître ici, il y a ce qu'on appelle la procédure de découverte, qui permet aux avocats d'aller un peu à la pêche à la mouche dans les papiers et la paperasse de son adversaire. Et de cette manière, en fait, ils ont récupéré des millions de pages de documents internes à Monsanto, dont une petite fraction a été rendue publique. Et avec mon collègue Stéphane Foucard, on a pu étudier, en fait, parcourir cette correspondance interne et comprendre de l'intérieur ce que Monsanto savait de son produit, la façon dont ils en parlaient, etc. Et quelles stratégies ils ont employées pour convaincre les décideurs de maintenir le glyphosate sur le marché, malgré l'incertitude, malgré le doute sur sa dangerosité. Et donc un des principales découvertes qu'on a faites dans ces documents, c'est la pratique du ghostwriting, qui consiste en fait pour une firme à rédiger des articles scientifiques, mais à les faire signer par des scientifiques qui n'ont pas de lien de dépendance avec la firme, qui sont des universitaires, qui n'ont pas de lien de subordination, on va dire financier, en tout cas déclaré. Et les auteurs à l'intérieur de la firme, qui sont parfois des scientifiques maison, car Monsanto dispose de scientifiques maison, n'apparaissent pas dans la liste des signataires. Donc c'est considéré comme... Alors comment on fait pour les faire signer ces papiers et ces études? Alors, les autres scientifiques, ceux qui n'ont pas de lien avec l'entreprise? D'après ce qu'on a pu en comprendre, la façon dont ça s'opère, c'est que les industriels proposent à ces scientifiques universitaires de participer à la rédaction d'une petite partie de l'art, parce que souvent c'est des articles de revues de littérature, donc ça peut faire plusieurs dizaines de pages, de rédiger une petite partie, ou bien de revoir de superviser une petite partie. C'est-à-dire que c'est fait de manière très subtile. C'est-à-dire que les scientifiques qui prêtent leur nom, qui louent leur nom ou qui le vendent pour ces articles de ghostwriting ont toujours plus ou moins l'impression d'avoir effectivement fait du travail. C'est-à-dire que c'est pas juste de vendre son nom. Sur la question du glyphosate, à quand remontent les premières alertes ? Alors, les premières alertes... Sur une éventuelle dangerosité de ce désherbant sur la santé de ceux qui sont mis en contact avec lui ou qui travaillent à proximité. Les premières alertes remontent au début des années 80. Aux États-Unis, en tout cas, l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, s'est très tôt inquiété des résultats des études toxicologiques et est entré en correspondance avec Monsanto à ce propos. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que très rapidement, au fil des années, la puissance de conviction de Monsanto et la manipulation des études qui a été faite à ce moment-là a fait disparaître le glyphosate du radar pendant très très longtemps. Face au bénéfice du doute qui profite aux industriels, on aurait tendance à penser qu'on peut lui opposer le principe de précaution qui profiterait lui aux citoyens ou aux consommateurs. Eh bien, c'est pas si simple. Écoutez les mots de Karine Jacquemart, toujours autour de cette affaire Monsanto, directrice de Foodwatch. La situation d'un côté est que le glyphosate est la substance herbicide la plus utilisée au monde, et notamment dans le produit phare de Monsanto, le Roundup. Donc pour eux, les enjeux financiers sont absolument colossaux. L'industrie, on le sait, les lobbies de l'industrie, on le sait depuis l'industrie du tabac, adorent faire quelque chose, c'est semer le trouble, c'est-à-dire utiliser tous les moyens pour semer le doute scientifique. Aux États-Unis en particulier, il se trouve que la preuve doit être apportée par les défenseurs de la santé publique, c'est-à-dire qu'on doit prouver scientifiquement qu'un produit est dangereux. Par ailleurs, en Europe, on a quelque chose de différent. On a quelque chose qui s'appelle le principe de précaution. C'est-à-dire que nous, en Europe, c'est pour ça que je ne comprends pas que la situation soit trouble. En Europe, contrairement aux États-Unis, la charge de la preuve est sur le fabricant. Donc à partir du moment où il y a un doute scientifique, on devrait interdire cette substance. Or, le CIRC, qui est le Centre international de la recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé dans un rapport très clair que ce produit était potentiellement cancérogène pour l'homme. Donc le principe de précaution devrait s'appliquer, quels que soient les efforts de Monsanto. Et pourtant, il ne s'applique pas. Pourquoi ? Le principe de précaution, c'est une question assez fascinante et qui me passionne personnellement, parce que c'est quelque part devenu au fil des années une espèce de bête noire, la cible à détruire pour ces industriels, parce que le principe de précaution en fait consiste à prendre des mesures
avant, quand on a une suspicion de dégâts très importants. Pour résumer, il y a plusieurs définitions du principe de précaution, ce qui fait partie du problème. C'est-à-dire, comme on n'a pas une définition unanime et uniforme, ça pose problème en fait pour l'appliquer. Mais c'est devenu presque le seul joker dans certaines situations par rapport à des entreprises qui soit polluent, soit vendent des produits dangereux sur lesquels les scientifiques ont produit déjà énormément de matière, comme si c'est un peu le joker. On ne peut pas tuer les gens à ce point-là, en fait. Et il n'a pas été conçu de cette manière-là, mais aujourd'hui, le principe de précaution, contrairement à ce que la propagande des industriels veut faire croire aujourd'hui, il a été très peu utilisé, très peu employé jusqu'ici. Alors justement, on aimerait savoir dans quel cas on a pu dire joker et ça a fonctionné. Parce que ce que vous dites, c'est que si on le sort trop souvent, le joker, ça marche plus. Alors, en fait, dans les rares cas où le principe de précaution a été utilisé, il y a un cas je n'ai pas la date en tête, parce que j'ai la tête comme un gruyère sur les dates et les chiffres, mais c'était avec le tributylétain, qui est un produit chimique qu'on utilise dans les peintures pour les coques des bateaux, pour empêcher aux coquillages de s'accrocher et du coup d'abîmer les coques des bateaux. Sauf que ce produit chimique causait un problème d'imposexe, on appelle ça l'imposexe chez les petits coquillages, c'est-à-dire que les femelles devenaient mâles ou hermaphrodites, et ça pose des problèmes pour perpétuer l'espèce quand on peut plus pratiquer la reproduction. Et l'interdiction de cette substance dans les peintures, ça a été une interdiction mondiale, a été une application du principe de précaution et a permis de stopper en fait cette maladie qui menaçait énormément d'espèces marines. Mais par exemple sur le tabac et les cigarettes, exemple tout simple, là on n'a pas fait prévaloir à un moment le principe de précaution, sur le sucre aussi, sur le distillben, enfin sur tous ces autres exemples, le principe de précaution ne fonctionnait pas. La difficulté sur le tabac et le sucre, contrairement à des produits réglementés comme les pesticides ou certains produits chimiques, c'est que leur vente est légale. Bon, à partir de là, on va tenter de comprendre comment ces lobbies agissent et influencent aujourd'hui non seulement la science, mais aussi la décision. Vous plaidez, vous, dans cet ouvrage Lobitomie, Stéphane Aurel, pour une définition un peu plus extensive du conflit d'intérêts. Vous écrivez que le conflit d'intérêts est d'abord un écosystème. Il est en fait question, quand on parle de conflit d'intérêts, écrivez-vous, d'un écosystème dans lequel il surgit et s'épanouit. C'est l'exploration de cet écosystème que ce livre propose. La connaissance, avec le temps, s'est noyée dans les batailles d'expertise, plus ou moins indépendantes. Après Edward Bernays, le pape des relations publiques, ça sonnait mieux que propagande, c'est pour ça qu'il avait appelé aussi son domaine comme cela. Des pans entiers de l'industrie se sont mis à manipuler la science à leur avantage et à produire des faits alternatifs pour disculper produits toxiques et pratiques nocives, écrivez-vous une fois encore. Alors on recevait le 20 septembre dernier Stuart Ewan, qui est historien des médias, autour de la Société de l'Indécence, qui a participé au documentaire aussi Propaganda, réalisé par Jimmy Leipold. Il nous racontait les méthodes d'Edward Bernays, qui a développé donc de véritables stratégies pour mettre de côté les capacités critiques des gens, nous disait-il, pour ne plus voir la différence entre la raison et l'émotion. Ça, c'est un exemple de ceux qui ont théorisé un peu le travail de ces cabinets, de ces lobbyistes aujourd'hui. Vous citez une autre personnalité, c'est John Hill. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce fabricant de controverses, qu'est-ce qu'il a inventé? John Hill, qui a créé un cabinet qui s'appelle toujours Hill & Knowlton, il a été sollicité par les cigarettiers dans les années 50, plus précisément en 1953, quand cette industrie s'est retrouvée confrontée à un problème assez majeur, qui est que son produit tuait ses clients. Et plutôt que d'en informer tout le monde, ils ont décidé d'organiser le doute par la manipulation de la science. Et c'est John Hill qui a eu cette idée et qui a mis en place en fait toute une machinerie de manipulation de la science qui a pris des proportions assez impressionnantes et qui a servi de modèle, de matrice en fait pour énormément d'industriels. Et ces stratégies sont aujourd'hui encore utilisées tous les jours par le lobby de l'alcool, le lobby des pesticides, le lobby du sucre, etc. Et la formule est limpide. Vous citez cette note dans un mémo interne de 1969. Notre produit, c'est le doute, car c'est le meilleur moyen de rivaliser avec la somme de faits et d'informations qui occupent l'esprit du grand public. Oui, quelque part,
on pourrait presque se demander quelle est dans l'économie, la vie, le budget en fait de ces firmes, quelle part est consacrée à la manipulation de la connaissance, à la destruction de la connaissance et à l'entretien du doute. Alors si John Hill est décédé, ses méthodes ont plutôt prospéré et son cabinet de conseil en relations publiques aussi. Vous racontez qu'aujourd'hui il y a 25 bureaux, il a 25 bureaux dans le monde et que le cabinet répond même à des appels d'offres parfois de la Commission européenne. Oui, comme la plupart de ces cabinets, il y a à Bruxelles notamment, la confusion d'intérêts est devenue assez généralisée et la Commission européenne ou le Parlement européen ou les institutions ont recours à des cabinets de communication ou des cabinets de relations publiques pour certaines activités. Et voilà, je suis tombée un peu par hasard sur cet appel d'offres de la représentation de la Commission européenne à Paris pour laquelle ce cabinet historique de l'industrie du tabac avait remporté le contrat. Est-ce que ces lobbies vont parfois jusqu'à détourner la science ou la recherche publique ? La réponse est la réponse est oui, bien sûr, mais la façon dont c'est fait est assez fascinante. C'est-à-dire que c'est le désengagement de la puissance publique de la recherche qui a créé un vide et un besoin pour les chercheurs qui se sont tournés vers le privé et les firmes qui ont tout à fait compris assez rapidement. Ce phénomène a commencé aux États-Unis avec ce qu'on appelle le Bayh-Dole Act, qui était une loi qui favorisait le dépôt de brevets par les scientifiques et les universités, ce qui a fait rentrer en fait l'intérêt pécuniaire dans les universités. Et ce mouvement-là, en fait, s'est généralisé par la suite. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation de conflits d'intérêts généralisés créés par la puissance publique, qu'on peut voir en particulier dans les projets de recherche européens. Donc il faut savoir qu'il y a des milliards qui sont dépensés chaque année en recherche par la Commission européenne, avec des projets, des consortiums montés par des universités, mais qui sont fondamentaux pour la recherche publique aujourd'hui. Sauf qu'énormément de ces projets sont conditionnés, l'attribution des budgets sont conditionnés au fait d'avoir des partenaires commerciaux, des partenaires privés. Et donc c'est le cas aussi en France, mais le fait que ce soit au niveau européen, ça donne en fait ce modèle est reproduit au niveau nationaux, parce que c'est pas que la France. Et cette intrication de fonds privés avec les fonds publics conduit à une intrication d'intérêts commerciaux dans l'intérêt général, au cœur même de la recherche. Il faut comprendre, Stéphane Aurel, que vous parlez d'une forme de système qui s'est installé avec le temps, répondant aussi peut-être au manque, aux lacunes des pouvoirs publics. C'est-à-dire que vous le soulignez, le problème c'est qu'on ne met plus aujourd'hui le prix pour avoir une recherche publique indépendante et que certains chercheurs vont se tourner ou répondre aux sirènes du privé et que ce glissement peut se faire tout doucement. Alors vous citez des cas un tout petit peu plus extrêmes comme ceux de Dr Poumon et professeur Diesel dont vous pouvez peut-être nous parler, Stéphane Aurel, et là encore, vous ne savez pas vraiment, ou vous ne pouvez pas dire que tout ça s'est fait par cynisme ou avec préméditation. C'est assez commun, finalement, ce qui a pu se passer. Alors, qui était Docteur Poumon ? En fait, je parlais de Michel Aubier, qui est ce scientifique, ce praticien hospitalier dont on a entendu parler, parce qu'il a été le premier médecin à se retrouver dans un tribunal autour d'une question de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de crime ou de délit de conflit d'intérêt dans la législation française. Donc il était dans ce tribunal parce qu'il avait menti sous serment lors d'une commission d'enquête sénatoriale sur la pollution de l'air. Michel Aubier est pneumologue, il est retraité maintenant, et il avait déclaré n'avoir aucun lien avec les acteurs économiques du secteur, alors qu'il était sous contrat avec Total comme médecin conseil depuis 2 décennies. Activité au contour assez vague qu'il exerçait à raison de 9 jours par mois avec une voiture de fonction, et dont il a défendu au tribunal, devant la cour, que ça n'avait pas de relation avec son travail. Le jugement a été différent, bien entendu. Il existe, Stéphane Aurel, sur toutes ces affaires, une abondante littérature scientifique. Le problème pour le citoyen ou le consommateur, c'est réussir à faire la part de choses, à séparer le bon grain de livret dans tout ce qui peut être écrit sur la dangerosité ou non de certains produits, qu'on touche à la nutrition, à l'agriculture ou à tous ces domaines que vous envisagez dans cet ouvrage. Cette littérature scientifique, ça a été la principale
conquête, la principale captation de ces firmes, réussir à faire publier de fausses études ou des études orientées en empruntant les codes et les circuits académiques? Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que malheureusement, le grand public le sait pas. Il y a une culture scientifique qui fait vraiment défaut dans le grand public et chez les décideurs aussi. C'est qu'on ne sait pas très bien comment fonctionne la fabrication de la science, la fabrication de la connaissance. Et au cœur de cette fabrication, il y a les revues scientifiques. Les scientifiques travaillent, font leurs expériences, posent des hypothèses, recueillent des données, des résultats, les analysent, et ensuite, il faut qu'ils écrivent des articles qui sont publiés dans des revues. On dit toujours la prestigieuse revue Nature ou Science, mais il y a beaucoup plus de revues, des revues spécialisées par thème. Dans chaque revue, il y a ce qu'on appelle les pairs, des scientifiques compétents dans les domaines qui sont publiés, qui relisent les articles, qui posent des questions, qui échangent avec les auteurs, ce qui fait qu'il y a une sorte de filtre très important qui est mis en place et qui est très sophistiqué, qui a été développé au fil des années, au fil du temps, et qui aboutit ensuite à la publication d'articles et d'études dans ce qu'on appelle donc la littérature scientifique. Et c'est ça, la construction de la connaissance se fait principalement autour de ces publications. Les industriels ont réussi à infiltrer ce système de production de la connaissance parce qu'ils savent très bien comment il fonctionne, et ils peuvent. C'est pas qu'ils produisent de fausses données, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des dispositifs avec des consultants scientifiques ou des scientifiques universitaires pour faire des études qui soit attaquent les études indépendantes qui montrent un problème avec des produits. Donc il y a cette stratégie de l'attaque qui critique la méthodologie est fautive. Il y a toujours tout un vocabulaire type en fait pour attaquer ces études. Et la critique est censée être constructive en science. Donc la critique est accueillie avec bienveillance. Sauf que la critique qui est faite pour créer de la controverse artificielle, et c'est autre chose, et elle n'est pas forcément visible à l'œil nu ou compréhensible au premier abord. Et puis il y a aussi une autre façon de faire des études qui est de faire des revues de la littérature, c'est-à-dire de reprendre toutes les études qui ont été faites. Par exemple, de reprendre toutes les études qui se sont penchées sur la causalité, le lien entre une exposition à un produit chimique et des maladies survenant, par exemple, chez des ouvriers dans une usine. Dans des usines ou dans plusieurs usines, ça peut être difficile à comprendre. En fait, il y a énormément d'astuces qui sont possibles d'un point de vue statistique, scientifique, pour manipuler les chiffres et leur faire dire exactement le contraire de ce qu'ils disaient au départ. Donc il y a des études comme ça, il y a un type d'étude qui est fait, qui remouline des études épidémiologiques qui pointent un problème d'exposition d'ouvriers dans une usine pour dire qu'en fait, il n'y a aucun problème. Stéphane Aurel est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de son livre Enquête Lobbytomie, comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Comment les lobbies sont-ils devenus des poisons pour la démocratie? On a parlé des conséquences de ces stratégies sur la science aujourd'hui. Allons voir du côté des décideurs publics quelle capture de la démocratie. Je vous propose, Stéphane Aurel, d'écouter 2 points de vue. Tout d'abord, la colère du député MoDem du Loiret, Richard Ramos, devant la caméra de Brut. C'était en juin dernier. Il y a quelque temps ici, dans ce Parlement, je vois des sacs noirs partout dans le couloir. Et on me dit, vous avez reçu un colis. J'y vais et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Dedans, nous avions une bouteille de vin, hop, et c'était un cadeau. Et là, je ne suis pas d'accord. On essaie, avec une bouteille de vin, d'acheter éventuellement un député pour être dans un sens. On ne doit pas influencer par un cadeau, par un avantage, quel qu'en soit le montant, un député dans ses choix. Quelqu'un qui vient vous présenter le monde agricole, les industries, la grande distribution, c'est pas grave. Mais il arrive aussi parfois qu'on reçoit les amendements pré-rédigés. Et donc, ça doit rester les députés, fussent-ils européens ou français, qui doivent avoir leur libre arbitre. C'est trop d'argent, trop d'enjeux, donc ces groupes de pression existeront toujours. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut les encadrer.
Libre arbitre, gage d'indépendance, ça c'est le point de vue du député Richard Ramos. Autre point de vue, celui du sénateur Michel Raison, qui trouve que les lobbies font quand même un travail important pour l'information des représentants. Mais c'est pas une honte de faire du lobbying. Le lobbying, il faut pas le prendre au sens péjoratif du terme. Le lobbying, c'est de la communication positive. Alors après, d'où on a beaucoup de lobbyistes qui viennent ici. C'est à nous de trier. C'est à nous de nous faire notre propre opinion. Mais on a besoin d'eux. Nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, nous. Les gars, ils viennent t'éclairer sur un truc. Alors, ils peuvent t'en fumer, mais c'est toi qui dois vérifier, regarder. Voilà, les lobbies, Stéphane Aurel, n'agissent pas dans un monde parallèle, en souterrain. C'est aussi une profession qui est réglementée, non ? Elle est très faiblement réglementée. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable aujourd'hui de mettre en place un registre obligatoire, opérationnel, où les cabinets lobbying ou les firmes déclarent les thèmes sur lesquels ils font du lobbying, les personnes qu'ils rencontrent, les montants qui sont consacrés à ces questions. C'est une activité qui est quand même extrêmement... même s'il est possible de retracer les activités de lobbying, parce que les lobbyistes sont aussi sont une sorte d'animaux. Ils laissent des traces derrière eux qu'il est possible de suivre. Mais la réglementation du lobbying est extrêmement faible aujourd'hui. Alors les groupes de pression, on en a parlé aux États-Unis, on entend souvent ce mot concernant la prise de décision à Bruxelles. On peut peut-être regarder d'abord un peu chez nous. Est-ce que la France est plus exemplaire en la matière de réglementation du conflit d'intérêts, ou en tout cas de présence de ces groupes de pression dans le cercle des décideurs? Est-ce qu'on a plus de transparence? Je dirais que par rapport à l'Europe ou aux États-Unis, la France est encore moins réglementée, et cette question est encore plus compliquée, parce que justement il y a cette image de lobbying, comme disait le sénateur Monsieur Raison. Il utilise le terme péjoratif. Il y a encore un côté insulte quand on dit lobbying en France, alors que c'est juste un terme. Le lobbying, ça désigne une activité. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Le problème, c'est l'association d'idées qu'on fait souvent avec la corruption. C'est-à-dire que le lobbying n'est pas la corruption n'est pas le lobbying, ce sont deux choses différentes. La corruption est illégale, le lobbying est légal. Donc on a le droit de faire du lobbying. Thierry Coste, qui est le lobbyiste qui représentait les chasseurs, qui était croisé présent la route de Nicolas Hulot, et croisé la route brièvement de Nicolas Hulot, avait parfaitement le droit en fait de faire du lobbying. Ce n'est pas interdit. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est que contrairement à ce que certains disent, il est très difficile de se faire une opinion par soi-même quand on a entendu une majorité d'opinions qui va dans un seul sens. Et c'est bien en ça que les mécanismes de l'influence sont subtils, et les industriels ont étudié la psychologie, ils connaissent très bien, ce sont des stratégies d'influence, sont des stratégies extrêmement sophistiquées. La corruption, c'est la valise de billets en échange d'une décision. L'influence, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, qui demande beaucoup plus de travail. Et cette proximité, en fait, avec les idées des industriels, que certains élus décrivent comme il est possible de se faire une idée, d'avoir son libre arbitre, et c'est important d'avoir ces informations. C'est en fait la définition même de ce qu'on appelle la capture réglementaire, c'est-à-dire que pour les industriels, il est plus avantageux de participer à la rédaction de la loi que de la subir. Donc il s'agit de nourrir le décideur des informations, pas dont il a besoin, mais dont les industriels ont besoin qu'il ait à sa disposition pour prendre une décision qui ne sera pas en leur défaveur. Il y a des solutions aujourd'hui pour vous, Stéphane Aurel, pour réglementer ou encadrer ces conflits d'intérêts, dans le sens où vous les entendez, c'est-à-dire comme écosystème. Il y aurait une meilleure organisation à trouver, un juste milieu entre le besoin pour les entreprises aussi de communiquer sur leurs produits, informer, et la véracité aussi de ce qu'elles avancent. Alors, je dis souvent que mon rayon, c'est plutôt les mauvaises nouvelles plutôt que les solutions, parce que je suis journaliste. Ouais. Donc je suis pas très forte en solutions. Je pense que c'est à d'autres personnes dans les sociétés d'en proposer. Mais en revanche, en tant que journaliste, je suis assez choquée par l'absence de transparence qui est autour de ces questions. Qu'on ne sache pas quels industriels rencontrent les ministres et leurs collaborateurs dans les cabinets. Pourquoi ces rendez-vous ne sont pas publics tous les jours. Pourquoi les rendez-vous avec les députés ne sont pas publics.
je trouve qu'en 2018, c'est totalement anormal. Merci beaucoup à vous, Stéphane Aurel.